Bonjour, bienvenue à tout le monde. Bienvenue sur Parole partagée. Pour introduire la personne que j'accueille aujourd'hui, je ne vais pas vous embêter avec le poncif derrière qui dit que derrière chaque homme se cache une grande femme. Pas parce qu'aujourd'hui j'accueille une femme, mais parce qu'aujourd'hui j'accueille quelqu'un qui a fait de l'excellence en leitmotiv, qui dans son activité au quotidien, se force à donner et à être la meilleure pour montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de limite. Bien, merci Tatiana de nous avoir accordé ton temps. Bienvenue à toi. Merci. Avant de commencer, je te laisse te présenter et on t'écoute. Du coup, je m'appelle Tatiana, j'ai 35 ans. Je suis originaire du Congo, née à Bruxelles, bien évidemment. Comme tout bon Congolais. Exactement. Ça va de soi. Je suis en France depuis maintenant plus de 20 ans. On va dire que j'ai plus grandi finalement en France qu'en Belgique. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ça viendra. Avant de commencer, j'ai toujours une question d'introduction. Et celle-ci, c'est quelle est ta définition du bonheur ? Ma définition du bonheur ? Ouais. Très bonne question. C'est à se demander même, est-ce qu'on est tous heureux ? Est-ce que toi, tu es heureux, toi ? Moi, en tout cas, je le cherche au quotidien. Il y a des jours où c'est plus ou moins bien et ça varie en fonction des jours. Mais... Effectivement. Qu'est-ce qui constitue le bonheur pour toi ? C'est quoi ton objectif dans le quotidien, au quotidien ? D'avoir ma famille toujours autour de moi, mon noyau dur, mes frères, maintenant ma nièce, mes parents. Voilà, une famille en bonne santé, des proches en bonne santé, des amis loyaux. Ça, c'est la quête d'une vie, ça. Voilà, un petit noyau, comme j'ai dit, petit, mais sûr. Voilà, ça, c'est mon bonheur. Nickel, merci beaucoup. Tu disais avoir des frères et sœurs, vous êtes une famille de combien ? On est une famille de 5 personnes. Donc, j'ai 2 frères, un grand frère et un petit frère. Donc, je suis au milieu. Je suis la seule fille. T'étais la petite protégée de tout le monde. La fille à papa. Encore aujourd'hui, la fille à papa. Pour la petite anecdote, il m'appelle Love, donc ça veut tout dire. Il m'appelle Love, donc encore à 35 ans, il m'appelle Love. Donc. J'ai plein les garçons qui rentrent dans ta vie, en tout cas. Ouais. Non, il m'appelle encore Love, donc mon père, c'est mon père, t'as l'air d'avoir une relation toute particulière avec lui. Oui, elle est différente. Ma mère, c'est une relation... je suis sa fille, elle est ma mère, mais ça s'arrête là. Et autant mon père, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la profondeur avec moi, qui me pose beaucoup de questions, qui est très... très, très derrière moi. Et puis tout le temps, il démontre son amour, mais c'est même parfois trop. Non, vraiment, c'est même parfois trop. Donc t'es obligé de le tempérer ? Je suis obligé de le tempérer. Je suis obligé de dire, papa, c'est bon. Mais mine de rien, ça fait du bien. Écoute, après, au moins, tu sais que c'est le minimum qu'on peut demander à toute personne dans son entourage. Exactement. À partir du moment où on l'a vécu. Exactement. Et être la fille du milieu, c'était pas trop compliqué au quotidien ? D'avoir des frères ? Enfin, avant d'en arriver là, t'as grandi où ? En France, du moins, parce que la Belgique. Ouais, en France, du coup, j'ai grandi dans le 77, à Lieusaint. Donc un environnement plutôt urbain. Un environnement plutôt urbain, zone pavillonnaire, donc une ville très calme. La ville des Congolais. Il ne faut pas dire très calme. Lieusaint, Mai, tout ça, là, c'est la ville des Congolais. Le RERD. Peut-être le Mai, mais peut-être pas Lieusaint. Ou alors peut-être aujourd'hui, mais pas il y a 20 ans qu'on est arrivé. En tout cas. Non, enfin... Le RERD par là-bas, là. Lieusaint, Savigny. C'est ça. Comblaville, tout ça, ouais. C'est votre coin ? C'est notre coin. Ouais, peut-être. Donc oui, j'ai grandi là. J'ai fait du coup tout mon collège, mon lycée, un petit peu le BTS. Et puis après, j'ai déménagé, j'ai pris mon indépendance. D'accord. On va faire un rewind.
Tout à l'heure, tu as dit que tu as déménagé, enfin plus jeune, tu as déménagé de la Belgique à la région parisienne. Comment s'est passé ce changement pour toi? Parce que je pense qu'à partir c'était aux alentours de 10 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. À cet âge, on commence à se construire son cercle, on commence à avoir une situation, on va dire, plus stable pour un enfant. Et changer d'environnement, comment tu l'as ressenti, toi? Ça a été difficile parce que faut savoir qu'on est arrivé avec mes frères et moi. Mes parents sont restés en Belgique parce que il fallait eux qui terminent, ils étaient en préavis avec leur boulot, etc. Donc nous, on est arrivés parce qu'il y avait la rentrée scolaire, forcément. Donc on était chez un oncle et une tante. Ouais, honnêtement, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que... parce que, mine de rien... Vas-y, va au bout. Oui, non, je vais aller au bout. Bah, tu te rends vite compte que bah, t'étais pas leur enfant. Même si c'était la famille, t'étais pas leur enfant. T'étais pas leur enfant, donc il y avait quand même un petit peu de différence. Il y avait quand même certains moments où on était mal à l'aise. Après, la chance qu'on avait, c'est qu'on pouvait rentrer en Belgique toutes les vacances scolaires. Donc, ça réduisait un petit peu le temps là-bas aussi. Et donc, c'était un manque, c'était un manque qui a été difficile à combler. Ouais, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que forcément, le manque des parents, puis t'es petit. Enfin, moi, j'avais 10, 11 ans. Mon petit frère, il avait 8 ans. Et mon grand frère, il en avait à peine 13, 14. Donc, ça a été difficile pour tous les trois, mais à des degrés différents. Mon grand frère, je sais qu'il a été très malade. Enfin, il en a même fait une dépression et tout. Ah ouais. Mon petit frère, lui, je pense que... Non, lui, ça allait. Puis moi, ça dépendait des jours, quoi. Et surtout, en tant qu'enfant, dans ce type de situation-là, c'est pas se sentir abandonné, mais on a du mal à se mettre à la place. Maintenant qu'on est adulte, on comprend mieux certains choix qu'ont fait nos parents dans certaines circonstances, mais quand t'es enfant, on voit ce qu'on vit, mais on se rend pas forcément compte des tenants et des aboutissants qui peuvent... Ah ouais, clairement pas. Ouais, non, c'est clair. C'est que même là, aujourd'hui, mes parents, quand on reparle de cette situation-là... je dirais pas qu'ils en ont honte, mais ils sont... Enfin, je sais que mon père, il dit, ah là là, cette période, non, plus jamais. Enfin, non, c'était difficile. Même pour eux, c'était difficile. Bien sûr. Même pour eux, c'était difficile. Après, heureusement, ça n'a pas duré non plus très longtemps, mais je pense que c'était déjà assez long, même pour un enfant de cet âge-là, dans tous les cas. C'était trop long déjà. Et l'intégration dans ton nouvel environnement, à ce moment-là, comment ça s'est passé avec tes camarades de classe, c'est pas comme quelqu'un qui vient d'Afrique à l'Europe, mais c'est quand même tu changes quand même d'environnement. Donc changer d'environnement, apprendre à connaître de nouvelles personnes. En plus pour quelqu'un comme toi qui je pense déjà été plutôt introverti, c'est... Étrangement, ça a été. Franchement, je pense que l'école, c'est, comme on dit, hein, c'est là que tu apprends le plus de choses. Et honnêtement, quand tu es enfant, tu as une capacité quand même d'adaptation qui est assez remarquable comparée à l'âge adulte. Donc non, moi, j'ai pas eu de problème d'intégration. L'école, ça s'est très, très bien passé. Même pour la petite anecdote, j'ai sauté une classe. Bravo. Ouais, j'ai sauté une classe. Je pense que... je sais pas. En tout cas, le niveau 6e, il était... Mais non, mais c'est même pas ça. C'est que surtout, en fait, pour la petite anecdote, en Belgique, tu as 6 années de primaire. Ouais, les 6 années de primaire. Voilà, à la différence de la France où il y en a que 5. C'est ça. Et donc, du coup... Quand on est arrivé en France, ils nous ont fait faire des tests et tout, comme si on arrivait de je ne sais où. Non, t'inquiète, pour le niveau. Ouais. Pour l'anecdote, moi qui suis venu du Cameroun en 4e, on a voulu me faire redoubler la 5e quand je suis arrivé. Ok. Et donc c'est différent, mais je vois très bien ce que tu veux dire par là, parce que et si tu n'as pas derrière des gens qui t'accompagnent ou que toi, tu n'es pas capable de prouver sur le moment, déjà en tant qu'enfant, tu te retrouves face à un mur. Exactement. Donc, si tu n'es pas capable de toi-même faire l'effort de passer par-dessus ça, c'est pas toujours simple à affronter. Ouais, non, c'est ça. Et du coup, on a en fait plus, des quand tu as tests. sauté une classe, moi, moi, j'avais pas sauté la 5e, mais j'avais sauté des classes en école primaire pour X ou Y. Mais donc, quand je suis arrivé ici au collège, j'étais beaucoup plus jeune que j'avais 2 ans de moins que les gens en 4e. Oui. En gros, moi, j'aurais dû être en 6e ou en CM2. Ah ouais. Et bref, c'est pas la question. Oui, dans ce sens-là, c'est... Donc après, il a fallu faire ses preuves déjà avant
avant d'entrer au collège. Et c'était ma première confrontation avec ce qu'on va appeler de manière indirecte la ségrégation, tu vois. Et ça, c'est un peu, c'est fort. Après, bref, ça c'est. Bon, après, tranquille. Maintenant, on est là aujourd'hui, donc rien de grave. Non, mais c'est intéressant. Bref, on est là pour parler de toi. Non, non, mais c'est intéressant. Mais oui, oui. Donc, du coup, en faisant les tests, ils m'ont dit, bah, écoutez, on va la mettre en 6e. Mais en fait, donc j'avais une année de plus que les camarades de classe. Mhm. En fait, au final, ils ont vu que j'ai survolé Mhm. la Là, 6e. c'était une année où c'était potentiellement une année perdue pour toi si tu étais resté là. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je suis passé en 4e. Voilà. Et au final, en fait, j'étais avec les gens De ton âge. de mon âge. Ouais, ouais, ouais. Et après, les 77, Après le 77. Ouais, est resté ancré. exactement. Exactement. Jusqu'à ce que je le quitte. Ok. Et comment t'en as, enfin, on va accélérer, avant d'accélérer, mais comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Déjà, de par ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait? Parce que ce que tu fais aujourd'hui, quelque part, n'a rien à voir avec ce que tu étais prédestiné à faire. Moi, initialement, je voulais être pédiatre. Ah, Voilà. Moi, j'ai un feeling avec les enfants depuis toute petite. Même, ça, c'est ce que ma mère me racontait. Mais, mère dans l'âme. Ouais. À la crèche, je faisais pas la sieste, je restais avec les bébés. Enfin, tu vois. Non, non, c'est vraiment... même encore aujourd'hui, j'ai un rapport avec les enfants qui est assez spécial. Et depuis toujours, je disais que je voulais être pédiatre. Après, bon, tu connais, hein, c'est comme les footeux, ligaments croisés. Ligaments croisés. Moi, les mathématiques, finalement, c'est pas trop ça, quoi. Donc non, rien à voir. Enfin, aujourd'hui, je suis dans un secteur d'activité qui n'a rien à voir Mais avec, avant d'en arriver là, tu as ouais. fait quoi avant? Bah, du coup, collège, lycée, j'ai eu un bac pro. Après bac pro, j'ai fait un BTS en alternance assistante de manager. Et c'est de là qu'a commencé on va dire ma carrière dans l'immobilier. En fait, à la fin non, c'était pas du BTS, à la fin de la terminale. Donc, l'école dans laquelle je me suis inscrite avait des partenariats avec certaines entreprises. Et j'ai passé un entretien à la SACEM et un autre. Ouais. Donc tu aurais pu côtoyer tous tes cousins. Bah, en fait, aujourd'hui, je me dis peut-être que j'aurais pu. Après, bon, voilà, avec DC, on refait le monde, mais j'avais fait un entretien à la SACEM et j'avais fait un entretien chez un bailleur social, en aménagement urbain. Et donc, les entretiens chez les deux se sont hyper bien passés. Et à la fin, les deux voulaient que je les rejoigne. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, là, potentiellement, tu peux commencer à tracer ton chemin, avoir une carrière. Est-ce que ça sème ou le bailleur social. Exactement. Mais tu te projetais déjà, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais bac 18 ans. Tu te projetais déjà dans une carrière professionnelle à 18 ans? Ah oui. Ah oui, oui. Ben déjà, c'était sûr et certain que je voulais faire mon BTS en alternance. Je voulais avoir une expérience professionnelle, absolument. Donc, oui, je m'étais dit, on va pas choisir pour choisir. Il faut prendre quelque chose qui, potentiellement peut t'emmener... Et j'insiste là, et t'arrivais à distinguer ce qui te plaisait de ce qui représentait un avenir pour toi à 18 ans? De manière à peu près claire. Parce qu'en général, dans ces âges-là, c'est pas pour faire de la psychologie, dans ces âges-là, même quand on choisit une filière, on s'oriente plutôt vers ce qui nous plaît, plutôt que vers ce vers quoi on est bon. Ou vers ce vers quoi on peut... Ouais. On se voit prospérer, on va dire. Dans ce vers quoi on peut prospérer. Et toi, à 18 ans, tu as fait la distinction entre là, si je mets un pied là-dedans, ça va m'emmener là. Ça, si je fais ça, je vois pas d'issue. Ah bah complètement. Complètement. Et je me suis orientée toute seule là-dessus. Enfin, j'ai pas eu d'aide de mes parents et c'est pas un reproche et c'est pas un problème, mais je me suis orientée toute seule. Je me suis cassé la figure, c'est pas grave, j'ai recommencé. Mais à partir du moment où j'ai choisi effectivement mon orientation, après ça a roulé jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oh, ouais. Tu as dit que tu t'es cassé la figure, t'entends quoi par là? C'est-à-dire, autant 6e, 4e, j'ai sauté la classe, autant quand je suis arrivée au lycée,
Tu connais les parents qui veulent absolument te faire aller en général, parce alors. que les pros, c'est pour les cassos. Enfin, voilà. Mais c'est pas que les parents, c'est ce qu'on nous vend. Tu vois, déjà, enfin, c'est ce qu'on te vend déjà au collège. Quand tu vas voir le CPE et tout ça, il y a, il y a la section techno. Ouais, Il y c'est a vrai. ceux qui font, tu vois, pas, Vrai. il y a il y a de la différenciation, alors que de base, on est là pour former, on est là pour préparer des futurs adultes. On n'est pas là pour, à l'école, on n'est pas là normalement pour différencier. Ouais, je suis d'accord. Et Ouais. après, ici, on est dans un système où l'élitisme, il est fait par celui qui répète le mieux, des fois. Et pas par celui qui s'émancipe ou qui apprend, qui apprend par lui-même à devenir quelqu'un. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est dommage, oui, c'est vrai que la société nous conditionne sur plein des aspects. Mais moi, je sais que demain, mon enfant, il a un métier en tête et il faut passer par la voie pro. Bah, vas-y. Non, mais Forcément. Mais je pense que oui, encore aujourd'hui, certains parents restent persuadés qu'il faut aller en général parce qu'en général, ça fait bien. Et au final, tu ressors de là... Ouais, tu ressors avec un bac+2, bac+3, t'as encore aucune expérience professionnelle, Ça dépend de la vision que tu as. Toi, tu savais. Ça dépend de la toi, tu vision avais qu'on à a. peu près une vision de ce vers quoi tu voulais aller, mais quand tu n'as pas de vision, des fois, Oui, c'est vrai. plutôt que de t'emmener vers un bac pro compta, il faut mieux te faire redoubler et t'emmener vers une voie qui t'offre plus d'opportunités. Toujours pareil, on est dans un système où on emmène les gens qui savent pas, qui des fois ne savent pas où ils veulent aller, on les amène vers une voie de garage. Et ceux qui savent ce vers quoi ils veulent aller, au lieu de bien les accompagner, on peut les démotiver en leur montrant, en leur expliquant que leur voie n'est pas la bonne alors que c'est celle qui leur correspond. Je suis d'accord. Ok. C'est vrai. Et tu fais quoi maintenant ? Du coup, maintenant, je travaille chez un promoteur immobilier depuis 6 ans. Enfin, ça fait 6 ans que je suis dans cette entreprise-là, pardon. J'ai commencé en tant que chargé de clientèle. Donc, j'étais en charge du client qui vient acheter son appartement sur plan, ce qu'on appelle la VFA. Donc, vente en l'état de futur achèvement. Donc, moi, je l'accompagnais sur tout ce qui allait être modification du logement, les visites. Tu le faisais payer en plus, quoi. Exactement. C'était ça l'objectif. Ils ont un plan. Ils ont un plan, il n'y a rien. Et toi, ton objectif, c'est de lui faire acheter des options. Exactement. Après, on ne force à rien. Mais il a cette possibilité-là. Bien sûr. Il a cette possibilité-là. Et donc, moi, je l'accompagnais là-dessus. Je faisais le lien entre les entreprises et le client. Je les accompagnais aussi sur les étapes chantier, les visites, ce qu'on appelle cloison. Donc là, c'est la première visite où le logement est encore brut, mais cloison montée, incorporation électrique faite. Voilà, ça permet déjà au client d'avoir... De se projeter. Voilà, un petit aperçu du logement. Souvent, à cette étape-là, il est un peu en panique. Il trouve que le logement est petit. Mais c'est de plus en plus petit. Il trouve que c'est petit. Je suis d'accord. On enlevait 10 mètres carrés sur une pièce. Sur un F3 qui faisait sur un F4 qui faisait 80 mètres carrés. Maintenant, si tu as de la chance, il fait 65 mètres carrés. Oui, aujourd'hui, dans un logement neuf, oui, la moyenne, c'est 60 mètres carrés, le T3, une quarantaine, le T2. Donc voilà, quand maintenant il vient visiter, c'est de plus en plus... Bon, c'est une aparté. Mais non, mais c'est parce que les murs sont gris. Donc ça donne déjà cet effet de rétrécissement. Et je t'assure que quand ils viennent plus tard, quand les revêtements de sol sont posés, voilà, le logement est appareillé, déjà là ils disent « Ah ouais, ok ». Après, oui, j'en conviens, c'est pas très grand, mais c'est déjà, ça fait un autre effet déjà. C'est vrai, ça remet en confiance. Et tu fais quoi ? Enfin, et maintenant, tu fais quoi ? Donc là, depuis juillet, j'ai changé de service. Après, il y a aussi la conjoncture qui fait qu'on est dans un secteur où la crise nous frappe. La crise frappe tout le monde. Ah oui, très clairement. Très clairement. Donc, on se retrouve avec beaucoup de logements en stock parce que les clients, les taux déjà à la banque sont assez élevés. À dire qu'il y a 4 ans, on était proche de 1%. Exactement. Certains ont même acheté à 0,75. Là, aujourd'hui, je pense, on doit être à 4, quelque chose comme ça. Donc, forcément, beaucoup de stock, donc moins de clients, moins d'activité, forcément. Et dans cette malchance, entre guillemets, j'ai eu la possibilité de changer de service. D'accord. Faire du service après-vente. Donc là, c'est encore différent. Là, clairement, on arrive après la guerre où parfois tu arrives en sauveur ou tu arrives en
en menteur, encore une fois. Voilà, non, mais il faut dire, surtout vos artisans. C'est des mauvais souvenirs, les artisans. Tu peux avoir une fuite, tu as fait tes réserves et machin, des trucs qui traînent pendant un an. Si tu n'envoies pas, envoyez le courrier avec accusé de réception, une lettre recommandée, si vous voulez avoir un semblant de réponse, parce que si vous travaillez que par mail, ils ne vous répondront pas. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais tu as résumé ce que dit le client à chaque fois. C'est vrai. Après, je suis pas totalement d'accord sur tout. Non, mais après... Mais oui, la plupart du temps, c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas eu de réponse pendant X temps. Ils sont venus une fois, puis ils sont pas revenus. Exactement. Je suis Ou d'accord. ils viennent sans prévenir et on s'attend à ce que tu trouves là. Mais bon, après, ceci est un autre débat. Oui. Mais non, c'est clair. Mais c'est un vrai combat. C'est un vrai combat nous-mêmes avec les entreprises parce que elles s'engagent à passer chez le client et puis ils ne passent pas. Le client nous appelle pour dire il n'est pas venu, donc ils sont pas contents. L'insatisfaction. Et voilà, c'est... Le cercle vicieux qui va devenir vertueux. Une chaîne sans fin. Comment, enfin, avant de poser ma question, quelles sont pour toi les valeurs qui te représentent le mieux? Alors, mes valeurs qui me représentent le mieux. Ouais. C'est difficile comme question, ça. Hein. Mais non. Bah si. Mais tu sais dans quel environnement tu veux travailler au quotidien. Et oui. tu sais comment toi tu voudrais que ce soit. Ah, moi, je suis quelqu'un de sain. C'est-à-dire sain, c'est-à-dire... déjà, j'ai la tête sur les épaules. Je suis assez... après, à tort ou à raison, mais je suis quand même déjà assez terre à terre. Enfin, voilà, Voilà. Quelqu'un de pragmatique. Ouais. Je suis quand même assez terre à terre. Et puis, je suis quand même aussi quelqu'un d'assez agréable et je m'adapte quand même assez facilement aux situations. Ok. Après, je ne vais pas dire malléable parce que ça peut être... non, je comprends bien. On va faire ce qu'on veut, mais non, je suis quelqu'un qui s'adapte assez bien, peu importe l'environnement dans lequel elle est. Sachant que toi, tu es dans une situation, t'es entre ton client ou le client de la société pour laquelle tu travailles et un prestataire, tu es un peu la personne qui fait la liaison. Mm-hmm. Comment au quotidien, tu arrives à associer, tes valeurs dans ton cadre de travail et deux, à faire en sorte de ne pas forcément te retrouver en porte-à-faux par rapport à ton éthique, on va dire ça comme ça. Bah, en fait, nous, notre métier, c'est très simple. Il faut appliquer le contrat, simplement. Après, bien sûr, tu peux toujours un petit peu le déroger quand tu veux aller chercher absolument la satisfaction du client. Mais dès lors que tu lui expliques, nous, on fonctionne juste sur les garanties. Si dans le cadre des garanties, je te les dois, il n'y a pas de problème, on va faire ce qu'il faut, même si on arrive après 3 ans, si je te le devais, je te le dois, il n'y a pas de problème. Déjà, il faut, quand tu arrives auprès du client, recréer un climat de confiance. Bien sûr. Parce que tu arrives, la personne, elle est dépitée, ça fait X temps qu'elle t'a écrit, qu'elle t'a cherché. Donc voilà. Après, vis-à-vis de l'entreprise, c'est pareil. Certaines, elles vont te dire au bout d'un an, moi, je te le dois plus, aller rechercher l'entreprise, parfois, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, il faut essayer de jongler là-dessus. On n'y arrive pas toujours. On n'y arrive pas toujours. Non, très clairement, on n'y arrive pas toujours. Parce qu'aussi, parfois, on peut avoir des entreprises qui ont déposé le bilan. On peut avoir juste des entreprises qui n'ont pas non plus le staff pour du SAV. Bien donc, sûr. elles sont appelées sur d'autres chantiers. Donc, forcément, après, les opérations livrées... Le problème du BTP. Exactement. Lisez vos contrats. Donc, c'est pas simple tous les jours, mais on essaye de faire au mieux. Ok. Donc, merci. Tu es d'origine congolaise. Ouais. Tu parles lingala ou pas? Un petit peu. Un petit peu, c'est pas une réponse. C'est oui ou c'est non? Je vais dire non. Voilà, comme ça, tu vas pas m'amener là-dessus. Non, moi, je parle pas lingala, donc je risquerais pas de te demander d'engager une conversation en lingala. Mais en gros, quelle est ta relation avec ton pays d'origine, enfin, le pays de tes parents? Honnêtement, je vais pas te mentir. Hein, moi, je suis d'ici. Elle a dit, moi, je suis d'ici. Non, mais je vais pas... T'es un enfant de la diaspora. Exactement. J'ai été élevé aussi à l'occidental. Elle aime pas le chicoin.
Ouais, non, désolé, ça j'aime pas. J'ai essayé, mais j'aime pas. Mais oui, oui, non, j'ai été élevée à l'occidentale, bien que les parents continuent de nous expliquer les coutumes, comment ça se passe, etc. Mais l'éducation qu'ils nous ont donnée eux-mêmes, elle est purement... C'est un mix des deux. c'est un mix des deux, ouais, Et tu as déjà été au Congo ou pas? oui. T'as beaucoup de familles là-bas? J'ai encore une bonne partie de la famille qui est là-bas. Bon, le dernier voyage remonte quand même, hein, c'était en 2013. Bah, c'était Ah ouais. pour, ouais, ça remonte quand même, hein. C'était pour l'enterrement de mon grand-père. Mais ça, c'est vrai. Je suis d'accord quand même de dire que nous, les enfants congolais, on retourne quand même très, très peu dans notre pays. Mais alors, aujourd'hui, ça commence un petit peu à changer. De nous-mêmes, on veut y aller. Bien sûr. Mais on a quand même les parents. Il y a pas mal de réticences de certains de nos parents. Après, Exactement. c'est très vrai en Afrique centrale parce que il y a eu, quand on était plus jeune, deux problématiques. C'est que, un, les billets étaient plus chers Oui. que dans certaines Oui, autres oui, destinations, bien sûr. que pour certaines autres destinations. Mm. Et de deux, il y a beaucoup de craintes liées Ouais. au mystique local. Tout à fait. Et lorsqu'on n'a pas de personne de confiance, alors que comme je dis souvent à mon père, à partir du moment où j'ai été béni par mes parents, personne ne peut me toucher. Donc à partir de là. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est vrai, hein, souvent ils se disent, bah, tu vas aller là-bas, il n'y a personne pour t'accompagner. Non, non, attends que moi j'y aille. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, moi, j'ai la chance d'être né là-bas, c'est encore différent. T'as grandi là-bas? Je suis Un petit peu. arrivé ici à 12 ans. Hmm. Donc, bref, c'est un autre débat. Non, c'est pas mon interview, c'est toi qu'on Ah, parle. écoute. Mais bon, tranquille. Et qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais ouais, c'est clair qu'il y a beaucoup de craintes qui est liée au fait d'y aller, comment tu vas te débrouiller, alors qu'une fois que tu y es, Bah, tout. qu'est-ce que tu en retiens? Que des bons souvenirs en vrai. Ah oui, 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 moi j'ai aimé. Enfin, et puis c'est surtout, quand j'y suis retournée en 2013, bah, j'y étais pas retournée depuis peut-être l'âge de 5 ans. D'accord. Donc forcément, bah, entre-temps, il y a des enfants qui sont nés, tu découvres des Tu découvres cousins. ouais. Voilà, mes oncles, bah, que j'avais pas vus bah, depuis. Non, non, c'était un voyage très, très enrichissant. Qu'est-ce qui t'a marqué de ce voyage? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un souvenir particulier qui te remonterait? De ce voyage à Ouais. Keene. Keene Label. Non, franchement, hormis qu'il y ait beaucoup d'embouteillages, il y ait beaucoup de poussière, enfin tu vois, ça c'est Ça, c'est des poncifs, ça. c'est des pensifs, exactement. Non, honnêtement, enfin moi, hormis avoir revu ma famille, c'est mon souvenir Le plus marquant. le plus marquant, bien Ok. évidemment. J'ai retrouvé la maison familiale, forcément, bah, qui n'a pas bougé d'ailleurs, Non, ça bouge jamais. Ça. ça bouge pas. Mais au-delà de ça, non, c'était surtout de retrouver la famille, hein. Ok. Mm. Est-ce que tu as visité d'autres pays en Afrique? J'ai visité le Togo il y a 2 ans, en 2023. T'es à Lomé? J'étais à Lomé avec des amis. Et c'est le seul pays d'Afrique que j'ai fait, hein. D'accord. Ouais, c'est le seul pays d'Afrique que j'ai fait. En tout cas, ça à faire alors. Exactement. Enfin, d'autres destinations. D'autres destinations, ouais. Ok. Et par rapport à ce que tu fais actuellement, Mhm. des fois ça semble un peu décousu, mais t'inquiète. Par rapport à ce que tu fais actuellement, où est-ce que tu te vois à moyen terme, 4-5 ans? Ça, c'est la question. Honnêtement, je sais pas. T'as pas d'objectif? Non. Il n'y a pas un truc qui te plairait? Non. Donc pour l'instant, What, non. Pour Non, l'instant, mais- t'es dans ce qui te plaît. Et Et je pense que ma réponse va peut-être choquer les gens, hein, mais et je me souviens, enfin, je fais une petite aparté, mais j'avais fait comment on appelle ça, un entretien professionnel. On fait ça au tous les 2 travail ans. tous les 2 ans, exactement. Et je me souviens, je l'avais fait avec la RH et elle m'avait dit, bah, est-ce que tu as des passions, des trucs Tu sais, je me dis, waouh, passion, c'est un mot fort quand même. Après, j'aime plein de choses, mais est-ce que de là, parce que pour moi, une passion, c'est quelque chose, c'est une activité que tu te verrais faire au quotidien, tu vois. Mhm.
J'en suis pas là. Et elle m'a dit, mais tu sais, c'est pas grave. Je dis, mais tu sais, je pense que la société nous pousse tellement à avoir des passions, à faire plein de choses, à être occupé, à voyager, à machin, que tu te dis, toi, si t'as pas ça, t'as l'impression d'être un peu l'ovni en mode, putain, elle a pas du tout d'ambition, celle-là, elle est pas du tout. Non, mais l'ambition, elle se construit au quotidien. Parce que comme tu Oui. me disais déjà hors caméra, à partir du moment où, à partir du moment où ton but, c'est de bien faire ce que tu fais au quotidien, tous les jours, tu t'améliores normalement. Exactement. Exactement. Donc, l'amélioration continue, c'est déjà un leitmotiv au quotidien, mais après, ouais, à un moment donné, tout le monde se projette. Et c'est bien si tu es dans une étape où tu es stable, c'est pas plus mal non plus, parce que ça te permet de voir les opportunités et potentiellement Exactement. d'être plus en acceptation, Mm. de celle qui te correspondra le mieux. Non, non, complètement. Et puis bon, là, aujourd'hui, j'ai commencé mon poste en juillet, mon nouveau poste. Donc, déjà, voilà, monter en compétence sur ce nouveau poste, ce sera déjà pas mal. Et puis après, oui, Tu verras. Mais en plus, toi qui disais que tu ne voyais pas forcément rester en France, que tu te aussi. projettes, mais donc, normalement, tu dois te projeter dans une destination. Ah, Moi, je me suis toujours dit, j'espère qu'un jour, quelqu'un m'écrira, j'ai une opportunité professionnelle pour toi, là. Et que j'y aille. Voilà. c'est où là? Là, peu importe, là. Là. Donc, tu ne dois pas forcément retourner à BX ou... Ah non, 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 non. Non. Honnêtement, Bruxelles, finalement, je connais pas. Finalement, je connais pas. Et quand j'y retourne, c'est parce qu'il y a la famille. Ouais, mais honnêtement, je connais pas. Je sais pas comment vit le Belge. Il faudrait que je demande. Hein. Mais est-ce qu'ils vivent bien? Est-ce qu'il y a du boulot? Est-ce que... Il y a du boulot partout. Après, c'est avoir ce qui te correspond. Exactement. Ok. C'est ça. On va bientôt terminer. Mais tu m'as donné une définition du bonheur, mais assez générale, pas forcément propre. Ma définition du bonheur? Ouais. Non, mais c'est celle que je t'ai donnée, honnêtement. Hein. C'est vraiment ça. C'est voilà, d'être toujours entouré des miens, mes frères. Vraiment, ça, c'est vital C'est pour la base. moi. Ah ouais. Mes parents. Vous êtes très proches, en fait. Oui, on s'entend très très bien. On est très proches. Et voilà. Ok. Et si tu avais un message Mhm. pour une jeune personne qui se cherche, on va dire ça comme ça, quel serait-il? Parce que maintenant, tu as 35 ans, t'es jeune, mais tu deviens adulte. Je suis une jeune adulte. Une personne qui se cherche, il faut pas hésiter à faire des choses. Si tu penses que c'est pour toi, faut y aller. Puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Comme ma mère, elle m'a toujours dit, il n'y a pas de retard dans la vie. Nous, on pense que j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais aux yeux de qui? Pour qui? Pourquoi? Donc, il n'y a pas de retard. Au final, toi, ce que tu pensais être un retard, quelque part, quelqu'un se dit, purée, elle a quand même réussi à faire ça. Donc, voilà, faut pas se presser. Fais les choses en ton temps, prends ton temps et puis fais-les bien surtout. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Comme l'a dit Tatiana, prenez votre temps et faites les choses bien. Exactement. Ce sera le mot de la fin. On se voit la prochaine fois pour un autre invité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci. Et merci à toi, Tatiana, pour tout ce que tu as pu nous Avec transmettre. plaisir. Merci à toi. J'espère que ça vous plaira. À bientôt tout le monde. À bientôt.